De retour dans l'Africa News, nos éditorialistes Joël Monlouis, Malika Cher et Jean-Marie Bitomos sont toujours avec nous. Plus de 20 milliards de francs CFA de dettes à payer par le Sénégal, et ce avant le 16 novembre. Les autorités sénégalaises doivent en effet s'acquitter du règlement des intérêts annuels et du dernier remboursement du capital de l'emprunt obligataire dénommé État du Sénégal, 6,75%, soit le taux d'intérêt, pour un montant global de 20,946 milliards de francs CFA. Birama Saonera. 20,496 milliards de francs CFA, c'est le montant global que l'État du Sénégal devra payer le 16 novembre 2015. Ces montants résultent du paiement des intérêts annuels et au dernier remboursement de son emprunt obligataire. Le 14 octobre 2010, le gouvernement du Sénégal avait lancé un emprunt de 75 milliards de francs CFA sur le marché financier régional de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. La durée de cet emprunt était de 5 ans avec un taux d'intérêt de 6,75% par an. Le problème de la dette en Afrique, la dette extérieure, ce problème reste entier. Dans le contexte particulier du Sénégal, il est évident que les autorités devront faire en sorte de maîtriser cette dette extérieure de façon à ne pas porter atteinte à l'équilibre macroéconomique de manière globale. Les fonds devaient servir à financer la réalisation, la réhabilitation, l'entretien et l'assainissement d'infrastructures routières. Le Sénégal, comme d'autres pays africains, a des ressources limitées, étant donné que son budget, à la base, est déficitaire. Donc, il faut emprunter pour combler le déficit budgétaire, en termes surtout d'investissement, en termes d'acquisition de nouvelles infrastructures. Donc, c'est un petit peu dans ce cercle vicieux dans lequel les États africains sont pris. Les engagements de l'émetteur quant au paiement des intérêts annuels et au remboursement du capital ont été jusqu'ici respectés. Selon la Société des gestions et d'intermédiation CGF, bourse basée à Dakar, avec le paiement qui sera effectué le 16 novembre 2015, le titre État du Sénégal, 6,75%, sera radié de la cote de la bourse régionale des valeurs mobilières. Malik, ces emprunts obligataires qui se multiplient sur le continent sont-ils de bonnes alternatives ? Alors ça dépend, on dit toujours qu'il y a la bonne et la mauvaise dette. Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais quand vous avez, justement emprunté, vous faites un emprunt obligataire, si vous investissez dans le bon domaine, forcément, ça va vous rapporter derrière et vous aurez plus de facilité pour rembourser cette dette. Maintenant, je ne suis pas un expert sur la question pour vous dire si le Sénégal a fait le bon choix sur certains créneaux. Bon, ce qu'il faut, je pense, c'est qu'il y a quand même un plan Sénégal émergent qui, j'espère, apportera ses fruits et permettra justement de stimuler l'économie, de permettre à l'État de recouvrir justement des dettes fiscales et qui permettront, je l'espère, au Sénégal de rembourser par anticipation, pourquoi pas, sa dette extérieure. Maintenant, j'ai vu dans le reportage, c'est 6%, ça paraît quand même élevé à l'heure où les grandes nations, entre guillemets, grandes nations industrielles empruntent pour 3%, 2%, 1%, c'est quand même scandaleux. Il faudrait quand même... il y a une injustice quand même, je pense, qu'il faut pointer du doigt concernant justement ce problème dont souffrent les pays africains à emprunter à l'extérieur à des taux quand même qui sont élevés. 6%, c'est trop. Jean-Marie, que pensez-vous de ces emprunts obligataires? Je m'adresse à l'économiste et aux spécialistes. On en a un aujourd'hui. Je veux dire, Amira, quand on veut développer une économie, on met en place ce qu'on appelle une stratégie de la dette. Il y a Malik qui vient d'aborder un peu le volet. Ça voudrait dire quoi? Quand vous vous endettez à l'extérieur, dans quel secteur cette stratégie de la dette doit vous permettre en même temps, c'est-à-dire vous avez deux volets, le volet économique et le volet social. Vous les mettez, si vous voulez, en équilibre, en balance. Et généralement, comme on sait que c'est le volet économique qui nourrit le volet social, donc qu'est-ce qu'on fait quand on met en place une stratégie de la dette? C'est s'endetter pour pouvoir investir dans le pays. Et si vous vous endettez et que la dette extérieure, c'est-à-dire vous la contractez pour pouvoir acheter des produits alimentaires à l'extérieur, pouvoir, comment dirais-je, créer des hôpitaux, et à partir de là, c'est-à-dire vous endettez le pays pour des décennies et des décennies. Donc ce qui voudrait dire que vous devez sélectionner des secteurs d'activité dans lesquels vous avez un potentiel de croissance avéré pour pouvoir y investir. Donc la plupart du temps, quand nous
prenons, si vous voulez, nos dettes en Afrique et tout, on se dit, on va saupoudrer tous les secteurs sociaux. Mais on oublie qu'à un certain moment, si vous voulez, dans les années 80, les plans d'ajustement structurel avaient à choper là-dessus parce que la charge de la dette était supérieure, comment dirais-je, même des fois, au principal qui avait été emprunté. Joël, avec cette multiplication des emprunts obligataires, n'y a-t-il pas un risque d'endettement que les États africains ne pourront plus maîtriser? Effectivement, la problématique du Sénégal est une problématique, on va dire, un petit peu plus globale. De façon générale, la dette internationale n'a pas cessé de croître depuis 2013 et 2011, et on a un phénomène assez spécifique aux pays dits à faible revenu qui consiste à ce qu'il y ait une certaine envolée des différents prêts qui leur sont accordés, ce qui est le cas également du Sénégal qui fait partie des 9 pays qui sont le plus, selon la Banque mondiale, dépendants des fameux prêts étrangers. Donc effectivement, on va dire le relèvement spectaculaire de sa dette sur ces 5 dernières années s'explique principalement sur ces éléments, mais dans le même temps, on sent, comme l'indiquait Malik tout à l'heure, avec le plan Sénégal émergent, qu'ils ont mis en place une certaine stratégie pour essayer de redresser l'économie du Sénégal. Mais effectivement, la problématique est de savoir comment vont pouvoir, aussi bien le Sénégal que les différents pays, réussir à honorer ces dettes si à la date donnée, ils se retrouvent dans l'incapacité de payer. Donc, selon la Banque mondiale, selon la définition, ils considèrent, donc à travers le prisme ce qu'ils appellent le cadre de viabilité, pour eux, le risque de surendettement est étonnamment faible. Sauf que ils passent sous silence 2 choses. C'est que la première chose, c'est qu'ils font pas référence aux emprunts dits non concessionnels. Et enfin, si la croissance économique venait à basculer, le pays pourrait se trouver en difficulté. Et là-bas, la Banque africaine de développement et l'État camerounais ont signé un accord de prêt de 46,301 millions de dollars, soit plus de 30 milliards de francs CFA. Une enveloppe destinée à financer la fibre optique. Birama Saounera. 30 milliards de francs CFA, voici le prêt accordé à l'État camerounais par la BAD, Banque africaine de développement. Il s'agit pour l'institution financière panafricaine de contribuer à la réalisation du projet dorsal à fibre optique d'Afrique centrale. Les principales réalisations prévues sont l'extension de la dorsale nationale à fibre optique. Elle s'étendra sur 5 tronçons pour environ 916 km. À cela s'ajoute la fourniture d'équipements solaires bureautiques et informatiques pour les télécentres communautaires polyvalents. L'impératif pour les pays africains aujourd'hui de sortir de la fracture numérique appelle justement la prise de décision décisive en cette matière-là. Les 30 milliards de la BAD s'inscrivent dans un projet déjà national, ça le complète en réalité. C'est un plus pour la promotion justement par la mise en place justement de la fibre optique pour l'État du Cameroun. Depuis février 2012, le projet dorsal à fibre optique d'Afrique centrale, ou projet Backbone, accompagne la transition numérique entamée par les opérateurs au sein de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'équipement de ces 6 pays en fibre optique demeure une priorité. L'intérêt n'est plus à démontrer quand on sait que aujourd'hui notre monde est connecté, hyper connecté. Donc favoriser, promouvoir cela, ça permet effectivement aux télécommunications de se développer et en même temps d'être intégrés dans la vie quotidienne des Africains, dans le monde des affaires, dans le commerce, dans l'enseignement, dans l'agriculture, partout. La réalisation de ces projets numériques permettra d'accroître la connectivité des populations à Internet. Le haut débit pourrait, selon certains experts, être une réponse au ralentissement économique et réduire le taux de chômage. Malik, une enveloppe qui vous paraît suffisante? Je la rappelle, 30 milliards de francs CFA. Oui, je pense que c'est suffisant. Maintenant, il faudra lever les contraintes techniques. Il y a
C'est pas facile, hein, le déploiement de la fibre optique. C'est pas une chose facile à mettre en place. Il y a beaucoup de retard. Souvent, les sociétés mettent beaucoup de retard parce qu'il y a des problèmes de conditions aussi climatiques. Enfin, ça met du temps. C'est un déploiement qui se fait sur le temps. Mais comme l'a souligné Alfred, c'est une aide complémentaire à ce qui est déjà prévu au Cameroun. Donc, je pense que ça sera suffisant. C'est une nécessité absolue pour le Cameroun et pour les autres pays africains pour faire émerger ce qu'on appelle effectivement l'économie numérique, hein, qui peut permettre la création de nombreux emplois. C'est vraiment une nouvelle phase, hein. On a connu la révolution industrielle, maintenant il y a la révolution numérique. Et c'est très important aussi pour le continent africain de ne plus dépendre de l'extérieur parce que vous avez justement ces problèmes de connexion en Afrique parce que l'Afrique, sur le plan de l'Internet, sur le plan de la bande passante, dépend beaucoup de l'étranger, notamment de l'Europe. Donc c'est très important pour le Cameroun d'être autonome sur ce volet-là. Joël, un pays connecté, ça impacte plus qu'on ne le croit le développement économique d'un pays. Effectivement. Alors d'autant que d'un point de vue plus large, si on se met du point de vue du continent, il est particulièrement important d'être présent pour pouvoir relever ce fameux défi numérique à travers la fibre optique. Alors concernant le Cameroun, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il occupe un positionnement stratégique concernant la fibre optique de façon plus générale au niveau du sous-continent. Et partant de ce principe-là, cette aide justement de 30 milliards qui va aider le pays à déployer la fibre optique est vraiment nécessaire. C'est un apport sans lequel, effectivement, alors je ne sais pas si ce sera suffisant parce qu'effectivement le montant global est particulièrement important, mais effectivement, c'est nécessaire. On va passer au chiffre du jour, 500 millions de dollars au Zimbabwe. Les exportations de tabac ont généré 500 millions de dollars cette année contre 4,6 millions au terme de la campagne précédente. Jean-Marie. Je pense que le Zimbabwe essaye un peu de relever la tête là. Bon, le Zimbabwe a une production qui est relativement forte concernant, si vous voulez, le tabac. Donc, ça permet au moins au pays d'avoir une entrée de devises quand on sait que l'économie zimbabwéenne, c'est-à-dire toutes ces dernières années ici, avec toutes les problématiques entraîné par l'embargo qui a été mis en place, parce que quand on parle d'embargo, les effets ne sont pas immédiats, si vous voulez, sur une économie. Ce sont ces dernières années-ci que vous avez vu les effets de l'embargo qui ont joué sur l'économie zimbabwéenne. Donc au moins, c'est-à-dire qu'il y ait une hausse des exportations dans un produit dans lequel le Zimbabwe est relativement bien placé. Je trouve que c'est une bonne nouvelle pour l'économie zimbabwéenne dans la mesure où elle permet de desserrer un peu la contrainte extérieure quand on sait que depuis quelque temps, vous avez quand même des investisseurs qui veulent aller investir, si vous voulez, au Zimbabwe, parce que c'est un pays qui recèle quand même de ressources naturelles et de capacités, de potentialités de développement économique qui sont avérées. Donc j'espère que ce chiffre-là est un chiffre qui va permettre au pays, à l'économie un peu, d'engranger un peu plus de recettes. Si vous avez la production qui va à la hausse et surtout si la demande mondiale augmente là-dessus, c'est une bonne nouvelle pour l'économie du Zimbabwe. Malik, que vous inspire ce chiffre ? Oui, alors je me suis un peu renseigné parce que je suis pas un expert aussi sur cette question-là, mais je pense que le chiffre d'affaires quand même est en diminution parce qu'il y a eu aussi ce facteur aussi climatique qui a un peu gâché justement cette production du tabac. Donc il y a toujours un facteur qui limite aussi les une quantité de production en hausse comparée à l'année dernière. En hausse, mais un chiffre d'affaires qui est en baisse à cause du cours justement. Il y a aussi ce facteur externe du cours du tabac qui peut baisser. Le problème maintenant, c'est est-ce que sur le long terme, est-ce que c'est viable ? Est-ce que l'exportation de tabac est viable? Est-ce que ça permettra à une population de vivre durablement? Ça dépendra aussi de la politique. Vous avez des politiques anti-tabac qui sont aussi menées dans les pays importateurs de tabac et on ne sait pas ce que ça va... Si on parle d'un pays, le Zimbabwe, qui a une situation économique très particulière. Très particulière. Le Zimbabwe, c'était le grenier de l'Afrique australe. C'est un pays qui, malheureusement, ironie du sort, a du mal à satisfaire sa population en termes d'autosuffisance alimentaire. C'est quand même un comble pour ce pays qui rassemble des potentialités, Jean-Marie l'a rappelé, extraordinaires, et notamment dans le volet agricole. Dès lors que le Zimbabwe arrivera à être autosuffisant dans le domaine agricole, on permettra au Zimbabwe de se développer de manière plus efficiente. Maintenant, je pense que cette filière du tabac, elle est à exploiter. Maintenant, ça dépendra aussi des facteurs externes, de la demande mondiale. C'est toujours comme ça. C'est la même chose pour les matières premières.
Merci Malik d'avoir été avec nous. Merci Amira, un plaisir de vous retrouver et à très bientôt. Merci à vous également Joël. Merci Amira, bonsoir à nos téléspectateurs. Et merci à vous Jean-Marie. Bonsoir Amira et bonsoir à tout le monde. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'African Zone, ce n'est pas fini. On se retrouve demain, en cette semaine toujours consacrée à la littérature africaine. Et puis, le dossier du jour évoquera les jeunes auteurs. À très vite.